L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Ammar Hasnaoui, directeur général du groupe des sociétés Hasnaoui. Ammar Hasnaoui, bonjour. Bonjour, Sradé. Bienvenue, toujours un plaisir de vous accueillir à Radio M. Bienvenue. Vous êtes à Alger pour, je dis vous êtes à Alger parce que vous venez de Sidi Belabès, le groupe des sociétés Hasnaoui est basé à Sidi Belabès. Vous êtes à Alger pour le Batimatech. Absolument. Alors, le Batimatech s'est ouvert hier. Un mot sur l'ambiance d'ailleurs. Comment vous avez trouvé l'ambiance à ce salon incontournable de la filière? Absolument. Donc, Batimatech, c'est le plus grand événement aujourd'hui en Algérie en termes d'exposition dans le secteur du bâtiment. Hier, on a dit que c'était une journée plutôt timide, c'est-à-dire oui, on a eu l'inauguration hier, c'est pour le lancement de la manifestation, en espérant avoir des jours meilleurs, c'est-à-dire pour aujourd'hui jusqu'à la fin du salon le jeudi 28, Inch'Allah. Alors, timoré, mais un peu timide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas la tête au salon. Les visiteurs, c'est-à-dire on n'a pas eu l'afflux des années antérieures, c'est-à-dire par rapport aux premières journées. Mais on a eu l'habitude, c'est-à-dire on est à plus de la 11e participation du groupe à ce salon. Et là, nous sommes en train d'attendre du jour meilleur pour les prochains jours, Inch'Allah. Alors, c'est quand même un salon de professionnels, le Batimatech. Absolument, je confirme. Et est-ce que vous direz que le moral des professionnels est au beau fixe? On dit que lorsque le bâtiment va, tout va. Est-ce qu'en ce moment, le bâtiment va? En ce moment, avec la situation, je dirais, le bâtiment va, tout va. Moi, je dirais que le secteur économique, d'une manière générale, va quand il y a une stabilité politique. Donc là, aujourd'hui, avec les événements que nous avons en Algérie, je dirais que le moral n'est pas au beau fixe pour pouvoir se projeter et prévoir des investissements et développer une économie avec la politique actuelle, c'est-à-dire l'état actuel de la politique en Algérie. Donc, parlons du secteur économique exclusivement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de constater un ralentissement dans le secteur du bâtiment, le BTP d'une manière générale, où il n'y a pas eu de lancement de nouveaux programmes. Aujourd'hui, la majorité des acteurs du secteur sont en train d'achever les anciens programmes. Les nouveaux, on ne les voit pas. Donc, ce qui reflète vraiment des craintes pour le futur, des futures années. Donc là, on ne parle pas d'une année, mais on parle de plusieurs années s'il n'y a pas de lancement de programme imminent tout de suite. Il est très important à savoir que le bâtiment est un cycle. Un cycle moyen d'un projet de réalisation, c'est 3 ans. Donc, et le bâtiment, il englobe énormément de cours d'État. Et parmi les cours d'État, c'est-à-dire on prend les cours d'État secondaires qui interviennent à la fin du cycle d'un projet. Donc s'il n'y a pas de lancement de programme aujourd'hui, donc il va y avoir vraiment une latence importante en termes de plan de charge pour les futures années. Donc si on lance un programme aujourd'hui, il faut dire que c'est un plan de charge pour les producteurs ou les sous-traitants, ou carrément les fabricants, les artisans des cours d'État secondaires qui doivent intervenir à la fin des projets. Donc après le génie civil. Donc ça peut vraiment créer une latence importante et une réduction de plan de charge en Algérie. Les professionnels travaillent en ce moment uniquement à finir les anciens projets? Il n'y a pas de lancement réel de nouveaux projets aujourd'hui. Donc depuis la fin de 2018... Ça touche autant l'équipement que le logement? Absolument, oui, je le confirme. Donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de nouveaux programmes qui sont lancés ces dernières années. Bien sûr, depuis la crise économique qu'on est en train de subir l'Algérie depuis 2015, on est en train de le constater de plus en plus. Donc aujourd'hui, la problématique, quand je parle du logement, le logement est un secteur qui engendre le plus grand nombre de créations d'emplois. La création d'emplois, donc s'il n'y a pas de plan de charge pour le secteur du bâtiment, ça va créer une crise de l'emploi même en Algérie. Donc un taux de chômage qui va être appelé à être élevé, relativement à une croissance incroyable. On avait le sentiment quand même que les dépenses d'équipement du gouvernement, c'était pour des raisons électorales ou pour des raisons de remontée partielle du prix du pétrole en 2017-2018, avait redémarré. Vous ne l'avez pas ressenti sur le terrain? Honnêtement, on l'a ressenti en fin d'année, c'est-à-dire en fin d'année dernière, fin 2018, début 2019. Il y a vraiment un punch, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de réalisation de programmes. Mais là, tout de suite, après les manifestations, on commence à avoir un ralentissement sérieux, c'est-à-dire par rapport à nos activités, un plan de charge réel. Alors, le ralentissement se sent de plus en plus aujourd'hui. Alors concrètement, dans la région d'Ouest que vous connaissez bien, vous êtes installé sur toute l'Algérie, vous avez des usines à l'Est et même au Sud, on en parlera tout à l'heure
dans le développement du groupe. Concrètement, c'est quoi de ne pas relancer des programmes? C'est par exemple un tramway qui était dans le programme qui saute, un hôpital qui devait être réalisé, l'appel d'offres était reporté. C'est quoi exactement ça? Non, quand on parle de nouveaux programmes, alors les équipements, c'est-à-dire on est en train d'achever des anciens programmes qui ont été gelés autrefois à cause de la crise économique, qui ont été relancés. Mais quand je parle de créer de nouveaux programmes, ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est de créer de nouveaux programmes, c'est-à-dire on parle de termes de logement, de réalisation avec la politique, c'est-à-dire l'État aujourd'hui, il faut le dire, le Trésor, il faut faire réaliser des programmes en dehors du Trésor public. Il ne faut plus faire appel au financement de l'État pour réaliser des programmes. Comment arriver à cela? C'est ouvrir le secteur du privé. Aujourd'hui, quand on parle du logement, le logement est le plus grand promoteur en Algérie, c'est l'État. 95% du programme est réalisé par l'État. Aujourd'hui, c'est comment mettre en place des systèmes, des mécanismes afin de relancer et de maintenir le secteur du bâtiment dans un marché libre et autorégulé. Donc, la plus grande problématique que nous vivons aujourd'hui, c'est la problématique du foncier. La disponibilité du foncier représente l'un des freins majeurs dans le développement du bâtiment pour le secteur privé. Donc, qui peut prendre le relais. Si on libère le foncier, on peut prendre le relais et employer cette capacité de réalisation que vous détenez, vous et vos collègues du secteur. Je vous le confirme, parce qu'aujourd'hui, nous déplorons une question très importante, c'est que l'Algérie, ce n'est pas Alger. Nous ne raisonnons pas Alger. Donc les textes de loi actuellement en vigueur, c'est pour la protection des terres, le foncier et tout le reste, elle est faite par rapport à un secteur qui est Alger. Pour nous, nous venons d'une ville d'intérieur, donc Sidi Bel Abbès ou les autres villes, même dans une métropole telle qu'Oran, la disponibilité du foncier cause problème pour le développement. Donc la croissance démographique de l'Algérie, elle est en plein essor. Nous devons continuer le programme de réalisation de logement, mais comment créer une offre de logement adaptée au contexte algéro-algérien? Aujourd'hui, il faut dire que le logement social est carrément monopolisé par l'État. Les promoteurs immobiliers cherchent à développer des programmes, disons, moyens au standing. Mais aujourd'hui, comment faire en sorte de libérer le foncier et créer des promotions immobilières, même à même qualité égale que le social et plus adaptées aux besoins du marché? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de contraintes, on le dit, on le redit. Aujourd'hui, les nouvelles réalisations en termes de logements sociaux n'ouvrent droit qu'aux primo-demandeurs algériens. Donc, et qu'en fait-on des mal logés? Ceux qui ont une famille de plus en plus nombreuse et qui veulent agrandir. Ils n'ont plus d'avantages. L'ascenseur en termes de logement est en panne. Absolument. Pour passer de... Le logement est un écosystème. Et c'est basé sur un écosystème qui vit grâce au développement du secteur, le développement démographique. Il vit avec la famille. Donc on doit au moins changer 2-3 fois le logement dans un cycle de vie. Donc on ne peut pas en perpétuel rester dans un logement. Donc on commence par un F2, on doit finir par un F5 en fonction de l'évolution de la cellule familiale. C'est quelque chose à prendre en considération. Donc comment lancer des programmes de promotion immobilière libres, privés, en libérant le foncier, mais réguler la qualité du logement et le prix du logement en fonction de la demande. Je ne vais pas réaliser de logement à Sidi Bel Abbès au même titre qu'au standing qu'au niveau d'Alger. Donc réguler par rapport la véritable solution, c'est l'offre et la demande. Donc, auto-réguler le marché. Alors, réguler le marché, ça signifiait aussi, par exemple, intervenir sur cette bulle de quasiment 1 million de logements fermés qui ne sont pas sur le marché locatif. Les logements fermés, ils sont très nombreux aujourd'hui, ça c'est vrai. Il faut savoir mettre en place des mécanismes afin de faire créer de la richesse en mettant en place ces logements fermés à la location et les faire vivre au sens du terme en termes de rentabilité. Donc pour moi, c'est une perte de valeur ajoutée absolue pour l'État. Et c'est des revenus sûrs pour l'État aussi. Alors, je voulais poser une question tout à l'heure, avant d'avancer sur les marchés d'appoint qui peuvent compenser la baisse de la commande publique. Est-ce que les crises de paiement se sont estompées? La dernière fois que Hadj Brahim Hasnaoui, qui dirige le groupe Hasnaoui, était passé ici, il avait lancé une alerte sur les impayés et sur le fait que les acteurs du secteur étaient asphyxiés. C'était pour le Batimatec d'il y a 2 ans, de 2017. Est-ce que depuis, les choses sont en train d'entrer dans l'ordre? Je vous confirme qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des opérateurs du marché subissent des retards de paiement conséquents. 4 milliards de dinars pour votre groupe à cette époque? À cette époque, absolument. Nous ne sommes pas moins à cette époque-là. Aujourd'hui. Des créances détenues sur l'État, on peut fonctionner avec autant de créances détenues sur l'État? C'est asphyxiant, ça. Je vous le confirme, c'est-à-dire et pas que nous qui sommes en train de vivre ce genre de phénomène. C'est un bon nombre d'opérateurs qui sont en train de vivre la même chose. Aujourd'hui, nous le ressentons parce que la solution du groupe, c'est nous sommes à la fois réalisateurs, producteurs.
Et nous avons aussi des clients, nos clients aussi qui s'adossent sur des marchés publics. Donc nous constatons des délais, des retards de paiement importants de nos clients dus au non-paiement des marchés publics. Donc c'est carrément toute une chaîne, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est carrément un écosystème qui ne circule pas. Il y a de la monnaie, c'est-à-dire la trésorerie ne permet pas de circuler convenablement pour pouvoir créer encore davantage de la recette et de la valeur ajoutée. Amal Hasnaoui, si le cycle donc, du bâtiment risque de s'affaisser, on a compris pourquoi il pourrait le faire sur au moins 3 ans à cause de la faiblesse des ouvertures de nouveaux chantiers. Est-ce que sur un marché plus petit, il ne va pas falloir organiser quand même, réorganiser la part de marché des acteurs nationaux? On a beaucoup parlé de moins recourir aux acteurs étrangers. On avait introduit des clauses dans les appels d'offres, etc., pour donner la primauté ou la priorité aux soumissionnaires algériens. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin aujourd'hui? Alors, il faut dire une vérité. Aujourd'hui, pourquoi on maintient toujours à faire appel à des sociétés étrangères pour la réalisation de programmes de logement, par exemple? Aujourd'hui, l'État part au plus pressé. Donc ils sont dans l'urgence, c'est-à-dire ils veulent réaliser des programmes rapidement, livrer rapidement. C'est dans cette urgence, dans cette houlée que nous voulons avoir des solutions miracles, rapides, etc. Mais on ne fait pas assez confiance aux opérateurs économiques du pays, les opérateurs locaux qui ont les capacités. Donc quand on parle de nombre, alors les opérateurs économiques sont de plus en plus nombreux. Comment pouvoir répartir le plan de charge à ces sociétés qui sont capables, je vous le garantis, on les voit de plus en plus, qui se professionnalisent de plus en plus, ils sont capables de réaliser des programmes. Mais faire étudier les choses, donner le temps au temps pour pouvoir réaliser des programmes et ne pas travailler à la hâte, à l'urgence, à chaque fois. Alors, à quelque chose, entre guillemets, malheur et bon, le processus... on peut appeler révolutionnaire en cours en ce moment, peut peut-être changer la donne, parce qu'on a quand même eu le sentiment que le logement était une variable, on va dire, d'achat de la paix sociale. L'urgence dans les programmes, souvent, c'était dans ce but, notamment quand les échéances électorales se rapprochaient, etc. Comme aujourd'hui, ça n'a pas suffi, entre guillemets, à corrompre les Algériens, hein, la preuve, peut-être qu'on va passer à des standards de construction et à une manière de construire différente qui va plus donner la priorité à la qualité. Ça ne va pas dire qu'on va lâcher sur les délais, mais ne pas systématiquement recourir au moins 10 ans et, en définitive, peut-être évincer les concurrents étrangers qui ont des solutions que les Algériens n'ont pas. Je parle des solutions, par exemple, les Chinois, avec du dumping. Et voilà, on ne peut pas concurrencer les Chinois sur ce territoire-là. C'est pas ça, c'est-à-dire concurrencer, c'est-à-dire je ne pense pas que nous sommes en train de jouer sur des mêmes pieds d'égalité. C'est-à-dire en tant qu'opérateur économique national et en tant qu'opérateur étranger en Algérie. Donc les délais, c'est-à-dire les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes. Et même les coûts avec lesquels obtiennent les offres, les avis d'appel d'offres, les sociétés étrangères n'est pas le même. Et parfois, c'est-à-dire pour parer au plus urgent, ils vont directement, bien sûr, par des sujets politiques et des questions d'ordre diplomatique, c'est-à-dire ils donnent forcément des plans de charge pour des sociétés étrangères installées en Algérie. Donc ça, on le connaît, on en est conscient. Mais savoir faire la part des choses et équilibrer le marché, donc là, on sent réellement qu'il y a un déséquilibre par rapport au taux de distribution ou de partage de plans de charge entre les secteurs économiques ou les sociétés étrangères. Donc ça, c'est quelque chose qu'on le ressent, qu'on le vit. Donc rien qu'en termes de création d'emplois pour le marché algérien, pour les Algériens, nous sommes malheureusement en train de constater, et nous le vivons toujours, les sociétés étrangères ne jouent pas le jeu en faisant valoir et faire travailler, c'est-à-dire faire utiliser la main-d'œuvre locale, nationale et procéder à un cursus de formation. Malheureusement, quand je parle de Chinois, c'est-à-dire ils sont en train de réaliser, mais derrière eux, il n'y a pas un processus de formation pour laisser un véritable savoir-faire qui va lui-même, ce savoir-faire, faire vivre l'écosystème du logement en Algérie. Malheureusement, c'est ce que nous déplorons personnellement, ce que je déplore par rapport à ce genre de pratique en Algérie. Le modèle ne le permet pas beaucoup puisqu'ils utilisent majoritairement des ressources chinoises qui repartent avec le projet. Alors, est-ce qu'il y a des marchés d'appoint? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans la réhabilitation des centres-villes traditionnels. Est-ce que du vieux bâti, est-ce que pour des entreprises comme vous, comme vos collègues qui sont en Batimatech, on peut imaginer des marchés d'appoint de ce type, voire, ça va nous arriver dans pas longtemps à cause de la pression sur la transition énergétique et le changement climatique, la réhabilitation écologique des logements.
Je sais que vous construisez tout de suite au standard étanchéité totale par rapport au thermique, mais on peut imaginer qu'un grand chantier s'ouvre dans l'avenir. Peut-être qu'il faut l'inciter avec la nouvelle gouvernance qui va venir. On perd trop d'énergie dans des logements qui sont mal cloisonnés, mal étanchés. On peut dire une chose, on ne peut pas recréer la roue. Réellement, on va vivre ce qui s'est passé ailleurs. Donc, on n'a pas été bon élève en Algérie, c'est-à-dire de pouvoir s'inspirer de ce qui était déjà passé ailleurs. Donc, je ne parle pas uniquement des pays occidentaux, mais même dans l'Amérique du Sud, etc., où il y a des pays, c'est-à-dire qui ont vécu le même processus que l'Algérie. Donc, quand le marché de la nouvelle réalisation s'arrête, s'achève, on est tenu de créer un plan de charge, de créer de l'emploi et de la richesse par la restauration, la réhabilitation de vieux bâtis et pouvoir maintenir le parc immobilier que nous avons. Donc aujourd'hui, on le dit en Algérie, on sait construire, on ne sait pas maintenir. Donc maintenir un édifice, un bâtiment, ça nécessite des fonds, ça nécessite un travail. C'est après une centaine d'années, c'est-à-dire pour dire un siècle, que les réalisations faites à l'époque coloniale, on vient d'initier leur opération de restauration. Donc, quand va-t-on faire des mauvaises réalisations en termes de qualité de logement qu'on est en train de réaliser aujourd'hui et que nous sommes en train de voir déjà? Pour nous, je vous le dis, c'est une opportunité. Ça, c'est déprimant. Ça. C'est déprimant, mais pour nous, je vous le dis, c'est une opportunité. Aujourd'hui, les logements sociaux qui sont distribués par l'État, donc c'est une opportunité pour nous parce que la majorité des acquéreurs refont le tout à l'acquisition de ces logements par rapport à la qualité des matériaux utilisés à l'intérieur du logement, d'accord, et le cadre de vie qui ne s'apprête pas à la demande du citoyen. Donc, pour nous, c'est une opportunité, donc ça nous permet de placer le partout. Mais le malheur, c'est que nous sommes en train de dépenser 2 fois le montant pour un même résultat. Donc, pourquoi ne pas faire des systèmes, c'est-à-dire de mettre un SMIG qualitatif pour le logement? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit discuter, ce qu'on doit débattre par la régulation du marché. C'est ça le véritable rôle des institutions publiques sur lesquelles on demande à partir à là. Donc aujourd'hui, quand on parle d'un point très important pour nous, c'est qu'on parle de gaz. On parle des réserves de gaz qui sont estimées pour 30 ans. Donc comment faire valoir et maintenir les réserves de gaz le plus longtemps possible? Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour demain, c'est pour nos enfants. Donc pourquoi ne pas s'attaquer et s'atteler dès maintenant à réaliser des logements écologiques en maintenant un minimum d'isolation thermique exigé pour pouvoir réduire la consommation d'énergie? Il y a eu cette demande de ne pas délivrer de permis de construire s'il n'y a pas le standard, de ce standard-là, mais ça, c'est toujours pas fait. Ça, c'est toujours pas fait, c'est pas appliqué en tout cas. Et il faut dire qu'au niveau du groupe, nous, on a fait l'expérience. Ça fait 10 ans aujourd'hui que nous réalisons l'ensemble de nos programmes avec l'isolation thermique par l'extérieur. C'est un procédé que nous avons adopté depuis 2008. Et l'économie d'énergie, c'est-à-dire on le ressent même par rapport au témoignage de nos acquéreurs, les propriétaires de logements qui résident dans nos programmes de réalisation. Ils témoignent de la réduction de leur facture d'énergie. Donc on garantit un minimum de 40 à 50% d'économie d'énergie. Donc c'est quelque chose de très important. Donc ce que nous construisons aujourd'hui, c'est pour demain. Donc, un bâtiment, un logement, on doit le concevoir pour 50 ans minimum. Donc, ce qui va se passer sur le marché, on va le voir se détériorer. Déjà, les programmes qui ont été livrés dernièrement, on les voit se détériorer très rapidement au bout de la 4e, 5e année. Donc, le marché de la restauration, de la réhabilitation du vieux bâti est le vieux. Il faut bien l'évaluer. Donc, c'est un marché très porteur en Algérie. Alors, le groupe, on va parler un moment du groupe. Le groupe s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a eu effectivement beaucoup de réalisations. Alors, pour nos amis auditeurs qui ne le savent pas, le groupe Hasnaoui a un atout maître, c'est l'intégration amont-aval. C'est les métiers du bâtiment, sont quasiment tous les métiers dont vous avez besoin, de plus en plus de métiers dont vous avez besoin, sont intégrés dans le groupe aujourd'hui qui fait l'objet d'une organisation. Vous produisez des agrégats, vous produisez jusqu'aux produits finis, les plâtres, toutes sortes de produits utilisés, vous assurez la distribution de vos produits, vous avez un réseau de distribution, vous avez ramené en Algérie des marques étrangères sous partenariat ou sous licence, et donc vous êtes intégré de bout en bout. Est-ce que cet atout-là continue Est-ce qu'il y a d'abord encore des poches que vous pouvez intégrer, que vous n'avez pas encore intégrées dans votre filière? Alors aujourd'hui, c'est-à-dire le slogan du groupe, c'est la solution globale. En arabe, c'est le hal shamil, donc c'est le souhait que nous souhaitons développer, c'est une diversification à la fois verticale et horizontale sur les métiers du bâtiment. Donc nous faisons de la réalisation, de la promotion mobilière, de la réalisation et la production de matériaux de construction.
Donc par cette diversité, ce que nous faisons, c'est uniquement répondre à la demande réelle d'un marché existant. Parce que, autant que promoteur, quand on ressent qu'il y a un problème sur un certain cours d'état ou un certain matériau, c'est-à-dire inexistant sur le marché, donc nous nous voyons tenus de devoir régler cette lacune par la disponibilité d'un certain nombre de produits sur le marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lancez Strogal, une de vos filiales, parce que sur une de vos promotions, les fenêtres ne sont pas de bonne qualité, votre fournisseur précédent, et donc vous avez votre propre usine. Absolument, absolument. Parce que je vous donne l'exemple de Strogal. Pourquoi on est parti investir sur Strogal? C'est aussi une question stratégique. Strogal, c'est de l'extrusion de l'aluminium. C'est carrément la production de profilés en aluminium en Algérie. Donc, si on fait l'isolation thermique par l'extérieur avec du polystyrène sur la façade, nous avons un problème d'ordre technique, c'est-à-dire au niveau des ouvertures. Les ouvertures, c'est-à-dire ce qui est fenêtres et portes qui donnent sur l'aspect extérieur. Donc si elles ne sont pas bien isolées, donc notre système d'économie d'énergie n'est pas fiable. Donc on n'élimine pas les ponts thermiques. Nous sommes tenus, alors nous sommes les premiers en Algérie à avoir produit des profilés à rupture thermique, afin de garantir cette isolation thermique pour les logements et cette économie d'énergie. Donc je prends d'autres exemples. Aujourd'hui, quand on parle de marbre et de granit, le granit, il a été à 100% importé en Algérie. Mais ce fut une découverte pour nous de trouver et de découvrir qu'il y a des gisements très importants, avec une qualité très élevée de granit en Algérie ou à Tamanrasset. On est parti à Tamanrasset pour exploiter des carrières de granit et faire la transformation du granit à Tamanrasset. Et avec une installation aujourd'hui à Sidi Bel Abbès de la plus grande usine en Afrique de transformation de marbre et de granit, avec une capacité de 10 000 m². Non pas que pour les besoins du marché, parce que ce que nous voulons, c'est l'autosuffisance du marché avec les matériaux locaux, mais le potentiel que nous avons pour cette activité, c'est l'export. À savoir qu'on ne peut pas exporter un produit avec lequel on importe la matière première. L'avantage que nous avons avec le marbre et le granit, les ressources sont locales. C'est le sol algérien, c'est les richesses du sol algérien. Et ce qui nous permet de dégager des valeurs ajoutées et partir de l'avant. On savait qu'il y avait du granit de qualité à Tamanrasset depuis longtemps. Monsieur Kazi Tani, géologue de grande réputation, a toute la liste des produits rares et des produits de qualité qui existent dans le domaine minier algérien. En fait, ce qui manquait, c'était le projet économique. C'est vous qui l'avez lancé. Il fallait oser. Oui. Il fallait avoir ce courage. Vous dites bien lancé, parce que c'est une vraie prise de risque, Tamanrasset. Une chaîne de production qui s'étale de Tamanrasset jusqu'au tel à Sidi Bel Abbès pour ensuite finir sur le marché européen éventuellement, parce que j'imagine que le marché cible, c'est le marché européen. Absolument, pour l'exportation. Oui, bien sûr, le marché, les Émirats, les Émirats et bien sûr le marché européen. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, bien sûr, s'installer à Tamanrasset, c'est toute une logistique, c'est toute une organisation à mettre en place. Donc nous avons osé parce que tout simplement, on a fait une étude qui était très simple. Le coût d'importation des blocs en termes de logistique à l'importation et les coûts d'installation et la logistique à Tamanrasset est moins cher que d'importer le bloc de marbre et de granit. Donc, la logistique, c'est la route. Hein. La logistique, c'est la route, oui. Mais alors, tout le monde pense que la route est une contrainte. En s'installant à Tamanrasset, on a découvert tout un contraire. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a 300 camions qui rentrent par jour chargés à Tamanrasset, mais qui repartent à vide. Pourquoi ne pas profiter de ce potentiel logistique pour un retour pratiquement au quart du prix? Mais ce qui nous permet aujourd'hui de régler une bonne partie de notre problème de logistique. Alors, et la technique de transformation à Sidi Bel Abbès, le MAP, c'est nouveau, ça? Alors, cette usine. La nouvelle usine, c'est une usine complètement automatisée, c'est-à-dire on a 4 lignes au niveau de l'usine, c'est-à-dire avec bien sûr des techniques, c'est-à-dire nous avons investi dans la haute technologie dans le domaine de transformation de marbre de granit parce que nous visons le secteur de l'exportation vers l'Europe. Et quand on parle d'Europe, il y a une exigence qualitative importante. Donc nous avons tenu, c'est-à-dire de mettre en place les outils les plus modernes, notamment la coupe avec du fil diamanté, pour garantir une épaisseur et une qualité de finition
irréprochable pour le marché européen. Alors, est-ce que le produit marbre, votre nouveau produit, est visible au Batimatech? Absolument. Donc aujourd'hui, on a des couleurs impressionnantes que personnellement j'apprécie énormément. C'est-à-dire que c'est pas, je me jette pas des fleurs, mais c'est une réalité. Vous pouvez le visiter sur notre stand à Batimatech. On a des couleurs incroyables. Et quand on dit que c'est des gisements qui viennent des ressources algériennes, c'est algérien. Les gens ne croient pas. Donc nous avons du noir avec du doré qui viennent de Razawet, et du jaune. Nous avons du granit très rare, du granit avec des vagues en blanc ou en noir. Donc je vous invite vraiment. Ce granit, c'est Tamnast. Absolument, oui, c'est Tamnast. C'est celui de Tamnast. Il faut le chercher. Alors, quels sont les freins? Bon, il y a eu un développement très accéléré ces dernières années, mais on sent bien qu'il y a quand même des freins à vos développements. J'ai souvent entendu parler de formation des ressources humaines, de la qualité de formation. Je sais qu'à CD Blabès, vous avez fait un immense effort en créant une université des métiers, une université qui doit rien aux standards mondiaux les plus avancés. C'est très ambitieux comme projet. Vous visez quoi exactement en faisant ce saut? Écoutez, c'est-à-dire, aujourd'hui, le groupe a atteint une taille vraiment très critique. Aujourd'hui, nous avons atteint pratiquement 4000 employés au niveau du groupe. Et la formation, les compétences, le développement des compétences, c'est quelque chose de très important sur lequel on mise. Un mot d'ordre pour le groupe, c'est la pérennité. Donc, comment pouvoir assurer cette pérennité et mettre en place d'abord un système de gouvernance? C'est très important, nous sommes en train de le mettre en place. Assurer une formation continue, développer ou carrément créer nos propres compétences, adaptées à nos besoins. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'il y a un grand écart entre le secteur de l'enseignement public, l'université publique, et le monde du professionnel. Donc ce gap-là, nous sommes tenus, c'est-à-dire pour pouvoir maintenir nos activités et assurer la pérennité, de créer nous-mêmes notre pôle de formation. Alors la formation, c'est quoi? C'est du management de projet? C'est plus ciblé? C'est plus professionnel? C'est plus manuel? Alors, c'est un management, disons, comme un programme classique, mais beaucoup plus customisé, personnalisé par rapport à nos besoins. Donc, à nos besoins, quand je dis nos besoins, c'est utiliser les outils modernes qu'on ne connaît pas à l'université. Quand on parle d'ERP, quand on parle... Alors, je prends un exemple le plus bête qui soit. Quand on parle d'Excel aujourd'hui, un bon manager qui ne maîtrise pas les fonctionnalités avancées d'Excel, il risque de perdre énormément de temps pour pouvoir faire son reporting. La partie BI, l'utilisation des outils de business intelligence, c'est quelque chose de très important. Donc, faire valoir ces outils, faire des formations sur ces outils, et en plus, utiliser toutes les techniques modernes qui se passent au niveau du diapason international. C'est-à-dire on ne parle pas que de ce qui se passe en Algérie. Donc nous sommes en train de hisser le niveau du management au niveau du groupe. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, nous sommes obligés de suivre le modèle des Occidentaux et de voir ce qui se passe et prendre le meilleur des modèles de réussite à l'international. Alors moi, j'ai eu l'avantage et le privilège de visiter cette université qui, à mon avis, va être livrée. Elle était d'ici la fin de l'année 2019. Elle a déjà été achevée, oui. Voilà, c'est impressionnant, mais vous avez des capacités, à mon avis, supérieures à vos besoins. Vous allez former pour les autres aussi. Absolument. Alors l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir créer un process de formation pour les jeunes diplômés. Donc, avec des masters, c'est-à-dire des MBA, on est carrément en management, et nous donnons la possibilité, c'est-à-dire, c'est une philosophie de mettre en place non seulement un cursus universitaire, mais aussi une formation par l'alternance. Alors que pour chaque module, nous offrons la possibilité aux étudiants qui se rejoignent à l'université de faire des formations pour chaque module au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe. Et ce qui nous permet de détecter les compétences, et nous nous engageons à recruter les 5 ou les 10 majors de promo au niveau du groupe au poste de cadre. Donc c'est ainsi qu'on conçoit le principe de constituer le bassin de compétences au niveau du groupe pour nous développer. Alors, on va finir par là où on a commencé, le contexte politique qui impacte l'activité. À court terme, on a bien compris que ça risque d'être plutôt perturbant, mais à moyen long terme, on est tous pleins d'espoir parce qu'on s'attend à ce que la gouvernance se modernise, qu'il y ait plus de transparence sur les comptes publics, qu'il y ait plus d'implication des citoyens sur la façon de conduire la politique publique. Hein. Et donc, pour vous, chef d'entreprise, qu'est-ce que vous attendez de cette évolution-là? Quel est l'espoir que vous placez? Notamment pour la modernisation de votre environnement d'affaires, est-ce que vous vous attendez à ce que les choses changent et de quel côté doivent-elles changer? Alors, nous souhaitons, c'est-à-dire voir déjà une règle appliquée au marché algérien d'une manière simple, l'offre et la demande. Laisser le marché se réguler de lui-même et ne pas, c'est-à-dire alléger tout ce qui est bureaucratique. C'est quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, on a marre d'autorisation. Nous avons marre, c'est-à-dire de discuter toujours administration.
alors que le secteur économique est en train de souffrir et ça ralentit la roue économique. Donc, aujourd'hui... C'est la première demande. C'est la première demande, absolument. Oui, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez, nous sommes basés à Sidi Bel Abbas. Donc, nous sommes tenus d'investir sur Alger, d'avoir du personnel disponible sur Alger pour pouvoir répondre qu'au côté purement administratif. Donc, faire des va-et-vient, c'est-à-dire entre Alger et Sidi Bel Abbas, pour un oui ou pour un non, c'est lourd. Donc, l'administration, l'Algérie n'est pas Alger. Ça, c'est quelque chose qu'on dit, qu'on le redit jamais assez. Donc, il faut créer du contexte par rapport à ce qui se passe sur le marché. Nous sommes en train de se développer à l'ouest du pays. Donc, c'est quelque chose de très important. J'en prends l'extrême sud, à Tamarasset. C'est la même chose. Même à Tamarasset, si on a besoin de quoi que ce soit, on est obligé de le déposer au niveau d'Alger. Donc, c'est inconcevable. GSH a aussi une usine à Constantine. À Constantine, effectivement. Même à l'est, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Comment pouvoir développer l'administration publique avec le numérique, c'est quelque chose de très important. Éviter ces déplacements inutiles, créer, c'est-à-dire un système. Aujourd'hui, on est en train de parler de data center. C'est quelque chose qu'il faut réellement avoir un data center public capable de gérer un écosystème pareil. On parle d'e-government. C'est quelque chose qu'on souhaite vraiment être accéléré pour pouvoir simplifier la vie aux opérateurs économiques et en créant ainsi un système de transparence la plus totale sur l'administration. Alors, vous êtes prudent, vous dites pas... Je vous pose une question quand même. Vous êtes sponsor du salon, donc du Batimatech. Le TRHB, il a pris un stand cette année. Comme tous les ans. Bon, d'accord, très bien. Une des exigences qu'on peut attendre, c'est quand même la transparence sur les marchés publics. Aussi, parce qu'il y a beaucoup de vos collègues qui souffrent qu'il y ait une asymétrie et qui est peut-être par le réseau de la proximité politique, qui est des acteurs qui étaient privilégiés par rapport à d'autres. Écoutez, c'est-à-dire le marché est ce qu'il est, d'accord. Les règles sont ce qu'elles sont. On les connaît tous. C'est pas le secret polichinelle. Mais c'est quand même aussi un progrès qu'on peut espérer. Que tout le monde soit sur le même pied d'égalité quand il s'agit du marché, tout simplement. D'abord, il faut qu'on Nous, on le souhaite dans le secteur de la presse, parce qu'il y a beaucoup de collègues de la presse qui ont beaucoup bénéficié d'avantages qui sont liés au positionnement éditorial. D'abord, ça, ce qu'on souhaite, c'est avoir un pied d'égalité entre le secteur public et le secteur privé. Déjà. Donc, après, on devra s'autoréguler par la suite. Donc, vous restez optimiste ? Très optimiste pour le futur algérien, malgré des perturbations en cours de vue. Merci beaucoup, Omar. Merci Omar Hasnaoui. Je rappelle, vous êtes le directeur général du groupe des sociétés Hasnaoui. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.